Ouais les franjo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que votre curiosité concernant le sujet de l'industrie musicale a été plus forte que vous. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'une marque qui a accepté de travailler avec moi pour cet épisode. C'est ma première OP sponsor qui me sera très utile pour les futurs concepts de la chaîne, donc j'espère que vous jouerez le jeu en allant visiter le lien que je vous mettrai en description. Cette marque, c'est Filmora 9. Si j'ai accepté ce placement, c'est parce qu'à l'époque où j'ai commencé le montage, je ne connaissais ni de logiciel facile à gérer, ni de banque d'effets pour animer les vidéos. Sur Filmora, il m'a fallu 5 minutes pour tout comprendre et trouver des extensions de fou. Avec près de 50 millions d'utilisateurs, leur banque Filmstock est souvent mise à jour. Tout est libre de droit. D'ailleurs, attention, arrivage très bientôt du pack Halloween. Lors du téléchargement, vous avez accès à plusieurs plans d'abonnement pour satisfaire votre besoin. Perso, je me suis chauffé sur le plan 1 an et c'est plutôt pas mal. Comme chaque logiciel, il y a une version gratuite et des versions payantes. Mais soyons honnêtes, les versions payantes sont beaucoup moins chères que la concurrence. Vous enlevez facile un zéro et pourtant vous pouvez faire presque autant de choses dessus. D'ailleurs, petite annonce, parmi ceux qui se créeront un compte, j'ai négocié une licence à vous offrir. Une fois inscrit, envoyez-moi un petit DM sur Twitter avec votre mail et je leur en communiquerai un au hasard pour vous accorder une licence gratuite. Merci encore Filmora pour la collab et n'oubliez pas, on peut faire du clean avec n'importe quel logiciel, testez-le. Je vous propose maintenant de passer à cette FAQ XXL sur le marché de la musique en gravitant surtout autour du rap. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs questions lors des sondages sur Instagram. Ça m'a été très utile pour pouvoir réaliser l'épisode tout simplement. Si j'ai pris plusieurs semaines voire plusieurs mois à le publier, c'est parce que j'ai voulu tout d'abord vous sélectionner des personnes du milieu au parcours très différents pour avoir plusieurs points de vue et un maximum de réponses. Bien sûr, dans la vidéo, je ne répondrai pas à toutes les questions que vous avez posées, mais je vais vous expliquer comment ça va se passer. Dans un instant, nous allons parler de stream, achat de stream, label, chercheur de talent, être indépendant comme PNL, d'aide financière ou encore de stratégie de sortie des grands artistes en s'appuyant sur Nekfeu. Bref, bienvenue dans le premier épisode, comment ça marche, l'industrie du rap. Chaque sortie c'est le coup du siècle. Plusieurs millions, à peine quelques titres, disons une quinzaine. Ceci est un braquage. C'est pas ton bénéf devant la latir. Voilà comment ça va se passer. Nombreuses étaient les questions, donc pour ne pas que ce soit un foutoir, je vais croiser les réponses que j'ai obtenues par le biais de plusieurs entités. Je cite et reparle de toutes ces sympathiques personnes qui ont répondu à mes questions au cours de la vidéo. Première question, ça va être un petit peu long, mais c'est nécessaire de poser les bases pour la suite. Qu'est-ce qu'un artiste de rap et quelles entités l'entourent? Lorsque l'on prononce le mot artiste, on nomine une personne, un rappeur. Pourtant, en droit, plusieurs statuts se cachent derrière cette profession. Comme je vous parle de musique, on va surtout voir le statut d'artiste-interprète à bien différencier de celui d'auteur et de compositeur. Le premier, l'artiste-interprète, définit en réalité toutes les personnes qui se produisent en interprétant, en jouant une œuvre qui n'est pas spécialement la leur. C'est ce que font par exemple les chanteurs, imitateurs, danseurs, DJ, musiciens, bref. Le second et le troisième caractérisent les créateurs, les auteurs de leurs œuvres, ici les textes ou les instrumentales. Si on reste dans le rap, la tradition veut que le rappeur écrive ses propres textes. Donc, hormis ceux qui ont recours à des ghostwriters, comme il se fait beaucoup de la chanson française, les rappeurs possèdent la double casquette d'auteur et artiste-interprète. Maintenant, parlons de ce qui gravite autour d'eux. Nous avons la chance en France d'avoir un bon paquet d'organismes qui sont là avant tout pour accompagner les artistes. Généralement, on sait que dans l'environnement proche, il y a le manager et le label Cilia Signature qui vont gérer toute la com, la comptabilité, les rémunérations, etc. Mais des agents externes aux acronymes bien souvent mystérieux sont là pour gérer autre chose. Et dans le rap, la SACEM et la DAMI sont les partenaires qui reviennent le plus. Que ce soit sur le côté juridique, la redistribution des droits d'auteur, la demande d'aide financière sur un projet ou encore l'aide à la création artistique, ces différents services qui, une fois saisis par l'artiste, marquent en quelque sorte une fracture entre l'amateurisme et le monde pro. D'ailleurs, pour réaliser cette vidéo, j'ai pu interroger Monsieur Ojda, directeur adjoint de la SACEM Toulouse. Je le remercie encore une fois pour son temps accordé et je vous mets en description un lien où vous pourrez récupérer dans quelques jours la retranscription entière de toute l'interview. Voilà pour cette mise à plat qui, je pense, risque de remettre en cause la perception d'un certain mot très utilisé pour valoriser ou dévaloriser les artistes, l'indépendance. On en reparle après, partons désormais sur une question des plus posées qui touche elle aussi au métier de l'ombre. Comment les rappeurs sont repérés par les maisons de disques? Un très bon chercheur de talent ou directeur artistique comme les appelle plus couramment ne se contente pas de trouver l'artiste, il le cherche. La question est comment? Eh bien comme nous, soit par la transmission d'une personne à une autre, soit par le biais du web. En fait, un bon directeur artistique va devoir être continuellement à l'affût pour récupérer les artistes à la souche. Alors il est vrai que maintenant avec l'émergence régulière mais souvent éphémère d'artistes, les DA n'accompagnent plus les rappeurs de la même manière. À l'époque, il y avait une prise de risque bien plus importante que maintenant. On ne savait pas tellement qui pouvait percer parce que le milieu était très fermé, autant au niveau du réseau que de la part du marché à capter. Cependant, c'était une construction de carrière qui était menée dès la construction du personnage. Bon, maintenant, on sait tous ce qui se passe. Il y a des exceptions, mais les propositions tombent bien trop souvent quand les chiffres sont déjà là. Il y a plus ce travail de dur labeur en amont de pilote de la part du DA. Ils attendent patiemment que les fruits poussent de l'arbre qu'ils n'ont jamais planté. Sauf que en fait, ça détruit l'essence même du rôle. Je remercie une grande figure de l'industrie musicale avec qui j'ai pu discuter de tout ça, Olivier Bas. On a
énormément parlé de l'évolution au fil des années de ce métier. Vous pourrez également retrouver notre entrevue en s'inscrivant en description. Maintenant, imaginons qu'on soit un artiste et qu'on nous a repéré. On s'aventure de plus en plus dans le monde pro, mais que peut réellement nous apporter la signature en label? Dans l'underground, ce qu'on appelle signer a une consonance très péjorative pour le public. Il y a cette idée de vendre son âme à un requin de l'industrie car l'artiste ne sait plus se débrouiller tout seul. Il y a quelques temps, je n'avais moi-même pas cette même appréciation pour un artiste dit indépendant et un artiste sous contrat. Sauf que si on prend du recul, pourquoi avons-nous cette image? Parce que ça fait rappeur assisté? Ou alors est-ce tout simplement une valeur que se sont attribués les artistes indépendants eux-mêmes par jalousie? Il arrive un moment en fait où un rappeur ne peut plus tout faire tout seul et on ne doit absolument pas lui en vouloir. De leur côté, les labels vont répondre à leurs besoins en fonction de leur rôle qui correspondent eux-mêmes au contrat signé. Mais dis-nous TP, quel contrat peut signer un artiste? Eh bien, il y a 3 types de contrats différents. On a tout d'abord le plus léger, le contrat de distribution. Dans ce cas, le rôle de la maison de distribution est réduit à rendre disponible le projet sur les plateformes de streaming. Il y a par exemple Believe et Musicast qui sont bien connus et où par exemple chez le premier Jul y est signé et chez le second PNL. Je profite d'évoquer ces artistes pour revenir sur le terme d'indépendance qui a ses limites. L'indépendance totale n'existe pas. Certes, PNL et Jul s'autoproduisent, dans quel cas ils sont indépendants sur ce point, mais ils ont toujours besoin de ce partenaire qu'est la maison de distribution. Pour parler un petit peu des chiffres, la MDD va prendre environ 20% des revenus générés. Ensuite, on monte d'un level, le contrat de licence. Dans ce cas, l'artiste produit lui-même sa musique, ses clips, tout ce qui va toucher à l'art et il délègue le côté stratégique, marketing et la distribution à l'éditeur chez qui il a signé. Ce dernier touchera ici entre 20 et 30% des royalties en fonction de l'accord. D'après l'IRMA, qui est aussi un très bon site que je vous conseille, qui sera en description, le contrat de licence, celui dont je vous parle là maintenant, c'est le plus courant à hauteur de 40% et c'est tout simplement dû au fait que les artistes veulent de plus en plus s'autoproduire pour garder une forme d'indépendance. Enfin, le dernier contrat, le contrat d'artiste, le plus gros contrat du game. Le label possède l'exclusivité sur tout ce que l'artiste va produire. Il s'occupe et finance tout de A à Z. En général, un contrat d'artiste a une durée de 5 ou 6 ans ou alors un quota d'album à enregistrer. Pendant ce temps, il sera rémunéré entre 9 et 12% sur la base de tous les revenus qu'il aura générés. Encore une fois, ça dépend des situations. Et là, on peut y retrouver de gros artistes, grand public. Au niveau des contrats, on est bon. Vous pouvez donc voir qu'en fonction de l'implication du label, déterminée par ces 3 types de contrats, l'artiste touchera plus ou moins d'argent et aura donc plus ou moins de poids sur ses épaules. Et ça aura un impact direct sur sa création artistique. Je crois qu'on a bien avancé sur ce côté gestion des artistes. Passons maintenant aux questions les plus posées sur le streaming. Première question, les rappeurs achètent-ils des streams? Ah, cette question-là, elle revient souvent sur la table pour les grands artistes, Ninho étant bien souvent celui qui est visé par cette problématique. Déjà, comme on a pu le voir, les rappeurs qui pèsent sont entourés par plusieurs équipes pour les débarrasser de tout ce qui peut brouiller leur création. Si c'est le cas, ce ne sont donc pas les rappeurs qui achètent eux-mêmes des streams, les seuls qui en ont la possibilité sont les maisons de disques directement. Parfois même, les artistes n'ont pas leur mot à dire ou ne sont tout simplement pas au courant. Ça se passe en interne du business. De toutes les personnes que j'ai pu sonder au fil de ces derniers mois, qui ne sont pas spécialement dans l'interview, toutes étaient d'accord pour dire que cette pratique est un fléau et qu'il soit fait à petite ou grande échelle, ça va très souvent jusqu'à l'absurde avec des artistes qui, d'après les chiffres, seraient écoutés par toute la France en 24 heures. Ouais. Bon, après, c'est toujours les autres qui achètent, hein. Tu connais mon ref, hein. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'achat de stream est utilisé afin de crédibiliser la hype autour d'un MC. C'est encore plus commun qu'on ne le croit et le retour sur investissement possible ne décourage personne. D'ailleurs, j'ai lu en début d'année chez Rivers que UMG, WMG et Sony, les 3 plus grandes majors de la musique, ont signé il y a quelques mois un code de conduite contre l'achat de stream. Alors, est-ce que ça aurait été utile à grand chose? Je vous laisse y penser. On reste dans le streaming et on va voir désormais comment les équivalents ventes streaming sont calculés et c'est clairement la question la plus posée. Alors, sortez vos calculettes et vous additionnez tous les streams d'un projet en divisant la track la plus streamée par 2, puis le tout par 1500. Il y a encore 2 ans, il fallait seulement diviser par 1000, d'où justement l'impression que les ventes d'albums ont grandement baissé depuis. Si les méthodes ont changé, c'était pour mettre surtout de côté la comptabilisation des comptes gratuits, ce par quoi passaient évidemment les achats. D'ailleurs, pour suivre les certifications en direct des singles ou même des albums, suivez de près la Snap, c'est eux qui se chargent d'attribuer et de communiquer les certifications. Voilà. Un autre facteur a également un réel impact sur les calculs, surtout chez les artistes émergents, le placement en playlist. Comment apparaître dans une playlist Spotify ou Deezer? Ce placement est hyper important pour le développement d'un artiste dans le sens où de nombreuses playlists bien connues comme La Phase B sur Spotify ou encore Rapstar et le Rap Cool chez Deezer sont énormément suivis par les auditeurs. Généralement, les grosses playlists comme ça sont toutes gérées par les plateformes elles-mêmes. Je ne connais que 2 façons d'y apparaître. Soit l'artiste va directement proposer depuis ses menus artistes de faire écouter le son à l'équipe et si le valide, ils vont le drop dans une ou plusieurs playlists. Soit ça passe directement par des partenariats. Ces accords, ils sont passés entre les plateformes et les MDD qui, elles, peuvent vous permettre, si vous signez, d'y mettre quelques singles, généralement le single porteur du projet pour tout casser. Par exemple, si je prends Blaze qui a récemment sorti son EP Polar
pire. Son titre Susano a été streamé 4 fois plus que ses autres singles en étant seulement placé sur 2 playlists par Believe. C'est ouf, mais en même temps totalement dépendant de la qualité, et sur ce coup Blaze est un très bon exemple. Bon, je crois qu'au niveau des coulisses du business, on commence à être bon. Maintenant, je vous propose d'aborder une grande question qui porte sur la plus belle stratégie de sortie de cette année, le double album de Nekfeu. Pour cette partie, j'ai eu l'occasion d'être en entretien avec des proches de Nekfeu qui l'ont soutenu lors des démarches concernant la sortie de l'album. Votre question était comment l'univers autour des Étoiles Vagabondes a été construit. Comme on peut le constater, la course à la sortie la plus surprenante et efficace est de plus en plus intense. Il faut donc du temps pour réfléchir à sortir quelque chose d'inédit. 1095, c'est approximativement le nombre de jours qu'il a fallu à Nekfeu et son équipe pour monter cette folie. Il était présent sur tous les fronts pour tout maîtriser, sa manière de revenir dans le jeu, la confection du documentaire, sa disponibilité sur Netflix, la sortie de clips, les feats, la double sortie et évidemment l'artwork. Pour ce dernier, tout comme pour Cyborg, Ken s'est tourné vers Regular près d'1 an et demi avant la sortie parce que l'idée était initialement irréalisable. Il a fallu que ce partenaire s'approvisionne en matière, que l'arrivée de l'expansion qui s'emboîte parfaitement soit calculée et surtout que l'usine investisse dans une machine sous vide puisque c'était la première fois qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel de la sorte. Concernant le documentaire, il y a eu tout le côté légal à ne pas négliger, la distribution à gérer, les voyages à planifier ou encore la mise en place en amont sans que ça fuite du QR code intégré en fin du documentaire qui donnait l'accès à un freestyle exclusif pendant 24 heures. Dans une précédente vidéo, je parlais de l'importance des artistes, à savoir tout suivre en étant en petite équipe. En voilà un très bon exemple. Je crois qu'il est temps de conclure. Dans cette vidéo, j'ai essayé de reprendre les questions les plus pertinentes, mais elles n'y sont pas toutes, comme je le disais en début de vidéo. Et il y en a d'autres d'autant plus intéressantes, comme l'accompagnement d'artistes émergents, la prestation scénique, les stagiaires dans l'industrie musicale, l'argent gagné par un artiste sur la vente d'un CD, etc. C'est pourquoi j'enverrai par mail tous ceux que ça intéresse et qui se sont inscrits sur le doc en lien en description, la retranscription globale de tous mes entretiens. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous lâche une petite info en scred. 1 million de streams équivaut à approximativement à 3000 € générés sur les plateformes. Si l'artiste est le seul ayant droit, ça fait de beaux petits chiffres. Je remercie encore une fois l'Assassin de Toulouse pour son accueil, monsieur Ojda pour ses réponses. Merci également à Fanny du centre de formation Street pour sa présentation du concept. D'ailleurs, je rajoute en lien direct le site web de cette association entre le Studio des Variétés et YouTube Music. C'est l'un des plus gros centres de formation de France. Ça pourra peut-être intéresser les artistes parmi vous. Merci aussi à Olivier Bas, passionné d'une vie, pour notre discussion sur la musique de manière générale. Ça fait plaisir de sortir un petit peu du rap. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, le gang, ça référencera la vidéo. Le lien pour tester Filmora est en description. A très bientôt. Ciao les franjos. Une sonorité sale, je pense que je mérite mieux que ça en fait. Non, j'étais loin des gosses noyés de sable. Faut que je devienne fric et sa mère dit qu'il peut effriter ça. Mieux mon pantalon dit qu'il se tachait de sang. J'entends le cri du SAMU et les armes braquées au ciel pendant que les tocs sont le braqués aussi pour prendre leur